C'en est fini pour vos maladroits cerfs-volants, Dr. Frankenstein. Nul besoin de tempête ou de foudre. Aujourd'hui, nous n'avons qu'à brancher les monstres au mur et leur donner une petite charge de courant direct, courtoisie de la Pacific Power and Light. Cette citation est extraite du roman Midnight de l'auteur américain Dean Koontz. Publié en 1989, ce roman raconte l'histoire d'une petite municipalité californienne dont les habitants, qui travaillent majoritairement pour une entreprise de haute technologie du nom de New Wave Microtechnologies, deviennent malgré eux les cobayes d'une expérience démente menée par le PDG de New Wave, un brillant ingénieur informatique et un psychopathe mégalomane qui vise à utiliser la nanotechnologie pour transformer l'humanité tout entière en nouveaux hommes, dénués d'émotions et entièrement sous son contrôle. Comme le démontre l'extrait affiché, le récit dans son ensemble offre une démonstration de ce que l'auteur Bruce Sterling décrit comme une version cyberpunk de Frankenstein. Dans cette version, dit-il, le monstre serait probablement le projet d'une équipe de recherche et développement extrêmement bien financée, travaillant pour une multinationale. Le monstre pourrait se déchaîner et massacrer des tonnes de passants, mais une fois le massacre terminé, jamais il n'aurait pu arpenter le pôle Nord pour y déclamer de la poésie à la Byron. Les monstres cyberpunk ne s'évaporent jamais de manière aussi pratique. Le monstre aurait plutôt vu ses droits de reproduction brevetés, en accord avec les nouvelles lois génétiques, avant d'être reproduit lui-même par milliers dans des usines situées aux quatre coins du globe. Comme le prouve le roman de Koontz, qui s'apparente plus à un mélange de techno-thriller et d'horreur à la Stephen King que d'un roman cyberpunk traditionnel, le monstre cyberpunk breveté et produit à la chaîne ne se retrouve pas seulement dans ce seul sous-genre relativement étroit de la science-fiction. On le retrouve plutôt dans toute œuvre qui critique un tant soit peu ce que j'appelle le techno-capitalisme, c'est-à-dire l'intersection entre la méthode scientifique et le mode de production capitaliste. Mais ce n'est pas vraiment le monstre techno-capitaliste lui-même qui m'intéresse aujourd'hui. Pour en savoir plus sur ce monstre, il vous faudra, j'en ai peur, lire ma thèse. Mais je préfère jeter un coup d'œil du côté du créateur de monstres, du Victor Frankenstein techno-capitaliste. Si Victor Frankenstein est un des exemples les plus importants, sinon pas un des exemples originels, de la figure du savant fou, son équivalent à l'ère du néolibéralisme économique, dans lequel nous vivons depuis déjà plusieurs décennies, est une nouvelle incarnation que j'aime appeler le savant fou professionnel. Pour créer un savant fou professionnel, il suffit de prendre un savant fou traditionnel, c'est-à-dire un scientifique qui, comme Victor Frankenstein avant lui, devient obsédé par un projet de recherche audacieux qui dépasse les limites traditionnelles de la science, et puis on lui donne simplement un nouvel employeur, qu'il s'agisse de Monsanto, de Pfizer ou de Google. En agissant de la sorte, un auteur provoque, selon Rosalind D. Haynes, un glissement du scientifique fou qui travaille seul pour répondre à ses propres intérêts, vers un scientifique employé par des entreprises privées, obéissant aux ordres et ignorant le risque d'erreurs désastreuses. Il existe un certain nombre de variations du savant fou professionnel. Parmi celles que j'ai étudiées, on retrouve tout d'abord celle du savant fou PDG. Cette variation est celle qu'on rencontre dans le roman Midnight de Koontz qui me sert d'introduction. Il ne s'agit grosso modo que du savant fou classique, auquel on donne beaucoup de ressources matérielles, humaines et financières, ce qui lui permet de faire beaucoup plus de dégâts que Victor seul dans son château, Moreau sur son île ou même Jekyll dans son petit appartement londonien. La deuxième variation que j'ai pu identifier est le savant fou pas savant du tout. Il s'agit d'un personnage qui n'est pas un scientifique, mais qui se voit tout de même attribuer le rôle narratif du savant fou dans le récit. Il va souvent s'agir d'un riche PDG, encore une fois, ou bien d'un général un peu trop zélé, ou d'une autre figure d'autorité qui s'occupe de la folie, mais délègue le travail scientifique. Les films dits de kaiju, soit de monstres géants d'inspiration japonaise, tels que Godzilla, proposent souvent ce type de savant fou professionnel. Mais la figure qui m'intéresse aujourd'hui, celle que j'entends explorer dans les prochaines minutes, c'est le savant fou prolétaire.
Ce savant fou ne travaille pas pour son compte, mais n'est qu'un simple employé, un seul engrenage dans une énorme machine à but exclusivement lucratif. D'un certain point de vue, le savant fou prolétaire est lui-même un cyborg, puisqu'il est à la fois scientifique et outil. J'y reviendrai. Pour 2 exemples de ce type de savant fou, je vous propose d'explorer 2 romans, soit Jurassic Park de l'écrivain américain Michael Crichton et Oryx and Crake de la Canadienne Margaret Atwood. Ces 2 œuvres sont souvent considérées par la critique comme des héritiers à part entière de Frankenstein de Mary Shelley. Dans leur livre Monstrous Progeny, A History of the Frankenstein Narratives, Lester D. Friedman et Alison B. Cavey reconnaissent Jurassic Park comme une traduction de Frankenstein, c'est-à-dire un récit de création hybride et d'organismes morts ramenés à la vie, qui n'utilise ni les personnages du roman de Shelley, ni les lieux dans lesquels celui-ci se déroule. Dans le même ordre d'idées, Hild Stiles, et je m'excuse si je massacre son nom, dans le cadre d'un essai publié dans l'anthologie Margaret Atwood The Open Eye, décrit le roman Oryx and Crake comme une parodie, une inversion ironique du roman de Mary Shelley, dans lequel un humain monstrueux remplace le monstre humain comme victime de la société. Il en découle donc que les savants fous de chaque roman ont eux-mêmes le plan dans l'arbre généalogique du bon docteur. Henry Wu est le seul scientifique de Jurassic Park qui a un nom et qui peut être considéré comme un personnage, que ce soit dans le film ou le roman originel. Dans le film, Wu n'apparaît que dans une seule scène et disparaît par la suite. Mais il est un personnage beaucoup plus important dans le roman, où il occupe le rôle du scientifique en chef du parc et ne quitte le récit qu'à la fin du 2e acte, lorsque, comme tout savant fou qui se respecte, il est tué par l'une de ses propres créations. Dans le roman, Wu manifeste un désintérêt absolu pour tout ce qui ne concerne pas sa définition de tâche bien précise. Lorsqu'on lui demande combien d'espèces de dinosaures le parc possède, il l'ignore et doit demander au publiciste en chef du parc pour obtenir une réponse. Bien qu'il soit supposément l'expert dans la salle, les personnages principaux arrivent sans cesse à démontrer que ses conclusions sont erronées. Le savant fou classique était fier et très possessif de son travail. Jamais il n'aurait accepté ce genre de réprimande et d'humiliation professionnelle. Wu, par contraste, semble dénué de passion pour son travail. En termes marxistes, Wu est un travailleur aliéné. Pour comprendre ce terme, il faut d'abord résumer la conception marxiste de l'activité humaine. Cette dernière se base sur très simplement, je l'ai très simplifié, cette dernière se base sur la notion d'objectification, qui dans ce contexte dénote le procédé par lequel l'homme, grâce à son énergie motrice, transforme la matière passive en un objet qui porte sa marque et qui représente donc son identité et son être. C'est donc par le travail que l'humain actualise son humanité. Dans un système capitaliste, cependant, le travailleur n'est pas maître de ce qu'il produit. L'objet qu'il produit et qui porte la marque de son identité lui est volé puis échangé sur le marché pour le seul bénéfice du capitaliste. Le travailleur se trouve donc étranger au produit de son propre labeur, à sa propre auto-actualisation. C'est ce qu'on appelle l'aliénation. Il est important de noter qu'à l'origine, ce concept d'aliénation s'appliquait aux travailleurs d'usine, qui fabriquaient des produits physiques par un travail physique. Cependant, comme l'explique l'écrivaine Annalee Newitz, ce concept s'applique très bien aux travailleurs intellectuels, à la différence cependant que ces travailleurs vendent à leur employeur leur capacité à réfléchir et à avoir des idées. Par conséquent, ils sont mis dans une position où ils ne possèdent littéralement pas une portion de leur propre esprit pour une partie de la journée lorsqu'ils sont au travail. Henry Wu est aliéné donc parce que les dinosaures qu'il a créés, véritable personnification de son essence créatrice, ne lui appartiennent pas. Ils appartiennent à InGen. Il a donc de la difficulté à être fier de son travail, ce qui explique sa passivité et son désintérêt, une situation dont Wu lui-même est conscient. Il a fait ce que nul ne croyait possible, du moins en aussi peu de temps, et Henry Wu croyait donc qu'il devrait avoir certains droits, et son mot à dire sur la suite des choses, en reconnaissance de son expertise et de ses efforts. Au lieu de ça, son influence diminuait quotidiennement. Les dinosaures existaient. La méthode pour les créer était rodée au point d'être routinière.
La technologie était arrivée à maturité. Et John Hammond n'avait donc plus besoin d'Henry Wu. L'aliénation d'Henry Wu s'explique également par le fait que, malgré qu'il soit généticien de renom lui-même, Wu n'a pas créé lui-même les dinosaures. Ils ne sont pas le fruit de son génie pur, mais plutôt celui des efforts d'une armée de scientifiques qu'il a dirigés dans ce but. Un fait qui ne lui plaît guère. Comme le mentionne le roman, depuis 2 ans, Wu travaille essentiellement en tant qu'administrateur, supervisant des équipes de chercheurs et des séquenceurs génétiques contrôlés par ordinateur. L'administration n'est pas un travail qu'il affectionnait. Ce n'est pas pour ça qu'il s'était engagé. Donc le scientifique inventeur-créateur est réduit au simple rôle d'administrateur de pencil pusher, comme on pourrait dire en anglais, de col blanc. Et ce n'est pas le col du sarrau. Le savant fou du 19e siècle était un iconoclaste relativement fortuné travaillant en solitaire. Mais les savants fous des dernières décennies n'ont plus ce luxe. L'économie est dure pour tout le monde. Ils, et dans de rares cas elles, sont obligés de travailler en équipe pour un employeur en échange d'un salaire. Le savant fou d'aujourd'hui n'est donc qu'une composante parmi tant d'autres d'un véritable prolétariat scientifique. Pour employer de nouveau une terminologie marxiste, le savant fou prolétaire est un savant fou abstrait. Encore une fois, selon la théorie marxiste, le travail abstrait est un travail dont le but n'est pas de produire une valeur d'usage pour le travailleur, mais une valeur d'échange pour le capitaliste qui l'embauche. De plus, le travail abstrait est souvent partiel, c'est-à-dire que chaque travailleur ne produit qu'une partie d'une chose utile. C'est le principe même du travail à la chaîne. Remarquez d'ailleurs que dans la citation précédente, Wu met sur le même pied d'égalité les équipes de chercheurs et les séquenceurs génétiques contrôlés par ordinateur. Donc cette équivalence rappelle que, dans un système capitaliste, les travailleurs ne sont eux-mêmes que des machines, une forme de capitaux fixes qui doivent être entretenus au même titre que toutes les autres formes de capitaux fixes, mais moins chères à utiliser. Et ça, c'est une explication de l'experte en philosophie économique Amy Wendling. Le prolétariat scientifique de Jurassic Park, donc, dont Wu n'est que le représentant, n'est qu'un des nombreux outils qui contribuent aux opérations quotidiennes du parc. Opérations qui n'ont comme unique but de générer des profits pour InGen. Et je quitte maintenant le roman puisque le film nous donne un exemple plutôt intéressant et explicite de cette convergence. La réflexion, la conclusion que tire hâtivement Gennaro, donc il voit des scientifiques et il demande automatiquement est-ce que ce sont des robots? Ce qui souligne que pour les capitalistes comme lui, car Gennaro dans le film est dans le fond est le capitaliste avare, ce qui n'est pas son rôle dans le roman, mais c'est son rôle dans le film. Donc cette remarque souligne que les scientifiques de Jurassic Park ne sont que des moyens de production, des ressources humaines au sens littéral du terme. Basculons maintenant dans le roman Oryx and Crake et un peu la trilogie Mad Adam, dont il est le premier volume. Et il pousse la logique derrière cette idée à son extrême. Dans le monde dystopique créé par Atwood, les scientifiques résident dans des communautés fortifiées qui sont entièrement contrôlées, gouvernées et défendues par des entreprises privées. Dans cette ville de compagnie nouveau genre, l'entreprise possède l'entièreté des biens et services nécessaires à la survie du scientifique. La maison où il vit, l'école que fréquentent ses enfants et les magasins où il achète sa nourriture. C'est donc dire qu'elle possède le scientifique. Ce dernier devient une marchandise qui ne possède en réalité rien d'autre que son travail, qu'il peut vendre et qui peut être acheté. Par exemple, le père de Jimmy, le protagoniste du roman, travaille pour une entreprise appelée Organ Inc., mais à un moment dans le roman, il est recruté par les chasseurs de tête de New Skins et engagé au 2e niveau de direction, le niveau des vices, comme l'appelait la mère de Jimmy. Ramona, la technicienne de laboratoire de chez Organ Inc., a été engagée avec lui. Elle faisait partie de l'entente parce qu'elle était un actif d'une valeur inestimable, selon le père de Jimmy. Elle était son homme de main. En qualifiant sa collègue d'actif, le père de Jimmy, bien que lui-même membre du prolétariat scientifique, tombe dans le piège de la marchandisation du travail. Il mentionne Ramona exclusivement en termes de sa valeur d'échange, sa seule valeur aux yeux du système capitaliste dans lequel elle évolue. Si la valeur d'échange d'un scientifique est assez élevée, alors une entreprise essaiera de l'acheter comme toute autre marchandise.
Le calcul peut malheureusement s'effectuer en sens inverse. Si la valeur d'échange d'un scientifique est jugée trop faible, alors l'entreprise pourrait lui préférer d'autres marchandises. Ce fut le cas du père de Ren, le personnage principal du deuxième roman de la trilogie. Ce scientifique du nom de Frank travaillait pour une multinationale appelée Healthwiser et kidnappé par une entreprise rivale qui propose d'échanger l'homme contre certaines formules pharmaceutiques. Si Healthwiser ne collabore pas, alors le scientifique pourra dire adieu à sa tête. Malheureusement pour Frank, après une analyse coût-bénéfice, Healthwiser décide que les formules en question valent plus que Frank et refuse de verser la rançon. Pour l'entreprise, la situation décrite ici n'est pas une prise d'otage, mais une transaction commerciale. La vie de Frank, qui est lui-même mathématicien, est réduite à une simple équation, puis sacrifiée au profit de meilleurs chiffres. La marchandisation des scientifiques se voit également dans l'anonymat total imposé à ces derniers. La majorité du roman tourne autour des Crakers, des humains génétiquement modifiés pour être parfaits, selon la définition bien singulière de la perfection de leur créateur, le dénommé Craig. Bien que Craig est sans aucun doute le Victor Frankenstein du roman, c'est celui qui se rapporte le plus au personnage, les Crakers, contrairement aux monstres du bon docteur, ne proviennent encore une fois pas de son seul génie, mais du travail concerté de douzaines de scientifiques qui ne sont jamais nommés. C'est le cas d'ailleurs pour tous les monstres génétiques mentionnés dans le roman, que ce soit les terribles Wolfhog, de vicieux loups qui ressemblent à de gentils chiens-chiens, ou les Snat, un horrifique mélange entre un serpent et un rat. Les créateurs de ces monstres ne sont jamais nommés, seulement les entreprises qui ont financé leur création. Les scientifiques qui travaillent pour Craig, par contre, sont particulièrement intéressants, car comme Craig lui-même, dont le vrai nom est en fait Glenn, ils sont identifiés seulement par le nom d'une espèce animale éteinte qu'ils ont choisi comme surnom. Ces surnoms, dans le roman, furent originellement choisis pour masquer leur identité et échapper aux corporations, ce qui n'a clairement pas marché, puisqu'ils se sont tous retrouvés à travailler avec Craig pour le compte d'une multinationale, du nom de Rejuvenescence. Lors de leur réintégration dans le système capitaliste auquel ils ont tenté d'échapper, Rejuvenescence leur accorde ce qu'elle décrit comme une faveur, effacer leur véritable identité et toute preuve de leur existence antérieure. Mais ce qu'elle présente comme une faveur n'est en fait qu'une procédure qui va de soi pour l'entreprise, et pour toute entreprise dans le roman d'ailleurs. Peu importe son degré de folie et de génie, le savant fou prolétaire n'est pour le système techno-capitaliste qu'un instrument, qu'une marchandise, qu'un outil. Il n'a pas plus besoin d'un nom que cet ordinateur, ou ce micro, ou la pipette qu'il utilise. À plusieurs égards, le savant fou prolétaire fait entrer cette figure bien connue de la fiction dans l'ère cybernétique. Comme je l'ai mentionné, puisqu'il est à la fois homme et outil, individu et engrenage, le savant fou prolétaire est en quelque sorte un cyborg, programmé par son employeur et par le système économique qui permet à son employeur de prospérer à ses dépens. Mais le cyborg implique une hybridité entre l'humain et la machine, et cette hybridité est porteuse d'espoir. Le savant fou prolétaire possède encore un minimum d'humanité. Il est donc possible d'extirper ce dernier du système capitaliste et de lui redonner son rôle de chercheur, de découvreur, de pionnier de la connaissance. C'est ce que représentent les personnages principaux de Jurassic Park, les docteurs Grant, Sattler et Malcolm, qui sont eux aussi des scientifiques, mais qui ne sont pas à la solde d'une entreprise privée, ce sont plutôt des universitaires. C'est aussi ce que représente, de manière plus cynique, je l'avoue, Craig, le savant fou d'Atwood, qui canalise sa folie dans un projet qu'il espère sauvera la planète des excès du néolibéralisme et de l'espèce humaine dans son ensemble. Tout comme Frankenstein, Moreau et Jekyll avant eux, ces personnages démontrent à la fois les dangers et les bienfaits potentiels de la science. Ils sont juste moins bien payés pour le faire. Mais ça pourrait être pire. Le système techno-capitaliste pourrait tout simplement remplacer tous les scientifiques par des robots. Je vous remercie beaucoup.